Jean-François Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan. Il était de passage au Québec cette semaine et en connexion à Montréal. C'est pourquoi je ne suis pas dans mon studio. Je suis venue le rejoindre à Montréal pour faire cette entrevue. C'est la deuxième fois que je le reçois à mon podcast. La première fois, on avait parlé de censure et d'autres thèmes tout à fait fascinants. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'intelligence artificielle, les impacts qu'elle peut avoir dans nos vies, dans la politique. Et on a aussi parlé de politique américaine. Je suis contente de te voir dans ta connexion aujourd'hui, Jean-François. Merci d'avoir fait en sorte que ça se peut. On n'est pas dans mon studio, mais au moins, les gens ne sont pas trop déboussolés. J'ai mon logo. On va parler de la raison pour laquelle tu es venu au Québec. C'était pour parler d'intelligence artificielle et de politique, bien sûr, parce qu'on parle toujours de politique avec toi. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet-là. Puis j'ai envoyé plein d'invitations à des personnes qui sont quand même des sommités dans le domaine. Je me faisais refuser. Je pense que les gens sont très sollicités parce que plus ça va, plus les gens sonnent l'alarme. Ils sont comme en mode panique par rapport à l'intelligence artificielle. Premièrement, veux-tu nous expliquer un peu la raison pour laquelle tu es venu à Québec? C'est quoi le contexte? Puis on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet. Oui, en fait, la raison pour laquelle je venais à Québec, c'était l'été dernier. J'avais un projet super intéressant avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. On devait se lancer en affaires dans un projet qui aurait donné vraiment une voix à des gens qui n'en ont pas, parce qu'ils sont censurés. Et puis, donc déjà, dès le mois de juillet, je savais que j'allais venir en décembre au Québec pour signer des contrats chez le notaire. Puis par la même occasion, je me suis dit, tiens, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle, les défis, les conséquences sociales, politiques des technologies sur nos vies. Puis je disais, par la même occasion, je vais faire une petite présentation, une petite conférence à Québec. Je suis sûr que ça va intéresser les gens. Puis on a eu une belle petite foule, à peu près 120, 125 personnes, pour un sujet qui est quand même assez technique. Là. Un lundi soir de décembre. Quand même, Non, on a été contents. Puis, c'est ça. Puis, c'est comme je disais, depuis un an, j'ai écrit un livre sur... Il n'est pas sorti encore. Pas encore sorti. Il me reste encore 3 chapitres à écrire, mais... Est-ce que tu as le titre? C'est un livre qui va d'abord être publié en anglais. Tu écris en anglais? J'écris toujours en anglais maintenant. J'enseigne en anglais. Ma vie se passe en anglais à mon université là-bas. Mais je fais toujours des traductions là, grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut en reparler parce qu'auparavant, je faisais affaire avec une traductrice qui malheureusement a perdu son emploi parce que ce qui lui prenait auparavant 6 mois à faire, l'intelligence artificielle, le logiciel, ça lui prend 30 minutes seulement. À moindre coût aussi. Donc, éventuellement, le livre va aussi être publié en français. Mais le titre, en anglais, c'est « Summoning the Demons ». Puis ça, c'est une citation d'Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, même s'il est très dans l'intelligence artificielle... Il a sonné l'alarme. Il a sonné l'alarme, puis il a même lancé une pétition avec Steve Wozniak, qui était près de Steve Jobs au moment de la fondation d'Apple, pour qu'il y ait un moratoire de 6 mois sur le développement. Ça fait un moment de ça, fait un bon déjà, moment. Oui. Mais à un certain moment, ils ont lancé cette pétition-là pour qu'il y ait un frein sur le développement de l'IA parce que ça les faisait freaker. Donc, il avait sorti cette expression-là à ce moment-là. On est en train de réveiller les démons, ou ce qu'on pourrait dire en français, jouer avec les poignées de notre tombe, là, en quelque sorte. Puis ça renvoie à l'idée que, à Hollywood, par exemple, tous les films qui ont été faits depuis 40 ans, les machines un jour vont devenir autonomes, puis vont se retourner contre l'être humain, puis tous nous tuer. Donc, dans l'imaginaire collectif, là, moi j'ai grandi là-dedans, 2001, l'Odyssée de l'espace, Terminator, War Games, Ex Machina, tous ces films-là. Ex Machina, ça fait peur. Moi, j'avais cette perception-là que l'IA, c'est dangereux. Mais je pense que tout le monde a beaucoup de personnes ont cette perception-là, mais bon, en lisant sur le sujet, en m'intéressant sur le sujet, j'en suis venu à la conclusion qu'il y a quand même beaucoup de peurs non fondées. Puis dans une très large mesure, les gens parlent beaucoup de choses sans trop savoir la signification des mots qu'ils utilisent. Comme on parlait de l'intelligence tout à l'heure, j'imagine que c'est ça que tu parles. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Selon toi, le terme n'est pas assez exact? Non, c'est pas de l'intelligence. C'est quoi de l'intelligence? C'est ça c'est la question. Il y a des questions comme ça qui sont en apparence là, toutes simples à répondre. C'est quoi l'intelligence? Les gens vont dire, c'est... Puis là, ils vont se taler, parce que c'est comme le test de QI. Ou c'est avoir une conscience. Ou la capacité à faire des liens. C'est ça, la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Mais tu sais, c'est ça. Tout le monde pense savoir ce que c'est, mais lorsqu'on leur pose la question, on leur demande... C'est simple que ça, de le résumer en une phrase. Ils ont de la difficulté. Puis nous, à la conférence qu'on a fait, ça nous a pris 1 heure
pour vraiment décortiquer puis en venir à une définition de l'intelligence. Quand même. Donc, c'est pas si simple que ça à définir. Non, puis il y a beaucoup de définitions qui existent dans la littérature, en sciences. Puis, moi, c'est ça. Moi, je prends la définition d'un psychologue dans les années 80, Howard Gardner. Puis c'est d'ailleurs une définition qui est reprise à peu près par toutes les personnes qui font des recherches sur l'intelligence artificielle. Lui, il définit l'intelligence comme étant un ensemble d'habilités distinctes qui, toutes mises ensemble, font en sorte qu'on est intelligent. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il définit l'intelligence. Ouais. Donc, je les ai notés. Ça a évolué au fil du temps. Il en a ajouté. Il est rendu environ à une douzaine d'habilités maintenant. Bon, la première habilité qu'il mentionne, c'est l'intelligence ou l'habilité visuelle spatiale. Ça, c'est la capacité de visualiser des choses de manière abstraite. OK. Donc, par exemple, un architecte, avant même de faire son plan, il a déjà l'idée dans sa tête de ce à quoi ça va ressembler, les angles, etc. On pourrait dire aussi peut-être la 9e symphonie de Beethoven, ou même imaginer une œuvre musicale, ou c'est autre chose? Ça, c'est une autre habilité. Okay. C'est une autre habilité. Donc, une habilité comme celle-là. Donc, être en mesure de faire des abstractions visuelles dans sa tête, puis ensuite les mettre sur papier. C'est ça. Il y a l'habilité kinesthésique. Ça, c'est la capacité de lier les mouvements de son corps à notre pensée, à notre réflexion. Donc, les sportifs. Ouais, okay. Les sportifs. C'est ce qui définit un sportif de haut niveau d'un sportif du dimanche. On est tous en mesure de faire des mouvements avec notre corps, mais il y a des personnes qui ont des habilités supérieures à d'autres. Ouais. Par exemple, c'est souvent, on entend ça souvent, les gens qui aiment le baseball, on dit souvent que Pete Rose, qui est décédé tout récemment, était le joueur de baseball le plus intelligent de l'histoire. Celui qui a le record de nombre de coups sûrs, parce qu'il y avait cette capacité. Parce qu'au moment où la balle sort de la main du lanceur puis elle atteint le receveur, il se passe même pas une seconde. Donc, il y a déjà le temps d'analyser tout ce qui se passe. Donc, avec nos yeux, on doit analyser, OK, la balle semble avoir tel angle, ça semble être une balle rapide, une courbe ou peu importe, et puis il y a tel angle, donc voici exactement où je dois mettre le bâton pour frapper la balle. Puis ça se passe en moins d'une fraction de seconde. Donc ça, c'est la capacité kinesthésique. Des individus ont des capacités supérieures à d'autres à cet égard-là, mais on a tous cette habilité-là. Comme pour la première, on a tous l'habilité de faire des abstractions, mais certaines personnes sont capables de faire des plans de maison, puis d'autres personnes, c'est des bonhommes allumettes. Mais donc, je suis pas très intelligente à ce niveau-là. Donc... Mais c'est ça. Puis, lorsqu'on décortique tout ça, on se rend compte, moi, cette habilité-là, je l'ai pas vraiment. Tel autre, par contre, là, je suis meilleur que les autres. Tout le monde, on a tous ces habilités-là. Puis la troisième, c'est l'habilité musicale. Être en mesure de réfléchir en termes de rythme, d'analyser, de comprendre les sons, de les mettre ensemble et d'en venir à une symphonie. Puis ça, c'est un truc inné. Et Beethoven, Mozart, c'est ça, Mozart, je crois qu'il a écrit sa premier concerto ou symphonie, c'est ça, à 4 ou 5 ans. Là. Donc ça, on naît avec cette habilité-là. Moi, je me souviens au primaire, là, la flûte à bec là, en plastique, là, je me débrouillais sans plus. Donc, cette habilité-là, je l'ai pas. Torture pour les profs. Je l'ai pas vraiment. C'est ça. En fait, je faisais semblant pendant les concerts au primaire de jouer. Et puis, le spectacle était filmé, puis la directrice, elle regardait le spectacle par la suite pour déterminer qui jouait et qui faisait semblant. Et puis ceux qui faisaient semblant étaient convoqués dans son bureau et devaient jouer la pièce sans faire d'erreur. Elle était brillante, la prof, quand même, d'avoir... Ouais, mais au bout d'une heure et demie, elle me foutait à la porte parce qu'elle se rendait compte que ça servait à rien. Ça servait à rien. Donc moi, personnellement, cette habilité-là, je ne l'ai pas. Zéro. L'habilité linguistique verbale. Ça, c'est la capacité d'apprendre d'autres langages, d'autres langues. Plus, ça, on l'a plus. Bon. Ensuite, tu as les maths, j'imagine, qui s'y figurent. Ça, c'est la prochaine. L'habilité logico-mathématique. Ça, c'est faire des corrélations, être en mesure de faire des liens de causalité avec des chiffres, notamment. Mais ça, c'est ce que le test de QI teste en réalité. Oui, juste cette habilité-là. C'est ça, c'est très limité, le test de quotient intellectuel, lorsqu'on y pense, parce que ça ne fait que analyser cette habilité-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qu'on a considérés comme des génies, comme Einstein, c'est des gens qui étaient très, très forts dans cette habileté-là. Voilà, c'est ça. Mais sur d'autres habilités, Einstein, notamment, dans sa vie personnelle, une autre habilité, l'habilité émotionnelle. C'est souvent ça, hein? C'était, c'est souvent au niveau émotif ou interpersonnel ou social que là, il y a des grosses lacunes. Exactement.
Mais puis ensuite, vous avez interpersonnel, donc ce qu'on appelle l'intelligence émotive. Être capable de lire les sentiments des autres sans avoir à leur dire « t'es-tu triste? Juste sentir que la personne est triste ou heureuse et agir en conséquence. Ouais. On connaît tous des gens qui sont super bons à connecter avec d'autres personnes, puis il y en a d'autres qui sont absolument nuls. Ouais, c'est phénoménal. Qui se mettent le pied dans la bouche, Oui, puis on se c'est dit « Mon Dieu, c'est pénible. » Comment ça que t'as pas vu le signe? C'était tellement Ben, gros. c'est ça. Ouais. Donc, il y a des personnes, encore une fois, qui ont plus d'habilités émotives que d'autres. Puis une autre habilité, c'est l'habilité d'analyse intrapersonnelle. Donc, la capacité de faire de l'autocritique et de se remettre en question. Ouais. Il y a des personnes qui sont incapables de qui faire sont ça. incapables. Je l'aime, ta définition. Puis ça les impacte, ça les handicape dans leur vie. Une personne qui est incapable de faire preuve d'autocritique, elle peut être très bonne en mathématiques, être en mesure de bien comprendre les sons, peut être un super bon architecte, mais cette personne-là va avoir de la difficulté à conserver son emploi, à avoir des amis, relations de couple. Puis ensuite, je pense la plus importante, c'est l'habilité morale éthique, être en mesure de poser des jugements moraux sur une situation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas faire ça? Si je suis confronté à tel dilemme éthique, qu'est-ce que je devrais faire? Tout en sachant quelles seraient les conséquences. Ça, c'est... Donc, lorsqu'on met toutes ces habilités-là ensemble... Il y en a combien dans cette définition? Garner est rendu à plus de 10 maintenant. OK. Puis c'est quand même ouvert au débat. Là. Je pense que ça couvre... C'est pas coulé dans le béton. C'est pas coulé dans le béton. Puis je pense que ça couvre quand même... Lorsqu'on y pense, l'ensemble des habilités, mais il y en a certainement d'autres auxquelles on n'a pas pensé, qui seraient tout à fait valides, on pourrait les ajouter aussi. Mais ça, donc, ce qui fait qu'un individu est intelligent, ben on doit tous avoir toutes ces habilités-là. Parce que lorsqu'on y pense, certaines personnes, s'il leur manque ne serait-ce qu'une seule habilité, dans certains cas, on doit les placer dans des hôpitaux psychiatriques ou en prison. On ne peut pas les laisser vivre avec d'autres personnes. Un psychopathe a absolument aucune habilité émotive. Oui, aucune empathie. Aucune empathie. Donc, cette personne-là lui manque quelque chose de fondamental, donc, une habilité habilité fonctionnelle dans la société. Pas fonctionnelle dans la société. Puis on peut penser à des individus qui souffrent, par exemple, d'autisme ou d'handicap physique. Difficulté à comprendre le code social. C'est ça. Donc, on les considère, dans un sens, anormal, dans le sens où la normalité, c'est ne pas souffrir de ces handicaps-là. Lorsqu'on souffre d'un handicap comme ça, donc on sort de la normalité, de la norme. Et puis donc on considère que ces personnes-là ont une lacune. On va vivre avec un défi, du moins. C'est ça. Donc, tout ça ensemble, c'est ce qui fait qu'une personne est intelligente et c'est ce qui nous rend unique aussi. Parce que si on mettait toutes ces habilités-là, on mettait des scores sur 100, ben 50%, 55, 95, c'est ce qui nous rend unique en réalité. Mais on est tous intelligents, mais de façon différente. Oui. Puis, donc, mais ça rend l'intelligence tellement plus complexe aussi, tellement plus belle, je trouve, en prenant en considération autant de facteurs. Tu sais, j'ai jamais vraiment fait de test de QI parce que je me dis, je sais que je vais sortir avec un QI probablement nul parce que j'ai toujours haï les maths, puis mon esprit logique fait vraiment dur. Sur certaines affaires, je suis pas pire, là, mais tu sais. Puis j'ai toujours trouvé que c'était injuste qu'on cote juste sur ceux qui sont extrêmement bons de façon, tu sais, académique, scolaire. Parce que, tu sais, je pense à des gens qui sont extrêmement intelligents, qui n'ont pas fini leur secondaire, mais qui ont, justement parce qu'ils ne fitaient pas dans un système très, très cadré et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait plus de sens pour moi, cette définition-là de l'intelligence. Mais ça me fait penser à plein de questions. Mais tu sais, on parle souvent d'intelligence artificielle. Bon, faute de meilleur mot, on va l'appeler comme ça. Puis là, on va dire, oui, mais maintenant, il y a des intelligences artificielles qui sont capables d'être empathiques. Là, tu sais, on rentre dans... Est-ce qu'on a développé toutes ces capacités-là, est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente? Non, moi j'appellerais tout ce qu'on appelle intelligence artificielle ChatGPT, par exemple. En matière de sport, ça s'appelle iRobot Goalie. C'est quoi ça? Imaginez-vous une espèce de gardien de but sur une planche de bois, placé sur un pivot. Et puis lorsqu'un joueur de soccer botte le ballon, ben il bloque. Et puis il bloque à peu près tous les coups. Il voit tout venir. Il voit tout venir parce qu'il n'est pas limité par rapport à un être humain. Nous, le cerveau, par rapport à l'intelligence artificielle, est plus lent. Donc, l'habilité kinesthésique, c'est plus lent à analyser avec ses yeux l'angle du pied, l'angle du ballon. Et le temps que notre cerveau, nos yeux nous disent, bon, ben, tire-toi à gauche ou à droite pour bloquer le ballon, il va se passer un certain laps de temps qui va faire en sorte que des fois, on va sauter du mauvais côté, puis le ballon va rentrer dans le fond du filet. Mais la machine, elle, n'a pas cette limitation-là qui nous est propre.
Donc, la machine nous est supérieure, en tout cas, cette intelligence artificielle-là nous est supérieure en matière de l'habilité kinesthésique. Puis ça a été inventé pendant le mondial de soccer qui a eu lieu en Russie. Puis les gens pourront retrouver des images sur YouTube. Ils ont demandé à Ronaldinho, à Messi, peut-être même David Beckham aussi, d'essayer de battre le robot. Puis ils n'ont pas réussi. 10 ballons, puis je pense dans le meilleur des cas, ils ont réussi à scorer 2 buts, là. OK, quand même. Ouais. Puis ils ont demandé à Vladimir Poutine de faire la même chose, puis il a scoré du premier coup. Alors, je soupçonne qu'ils ont débranché la machine à ce moment-là. Mais donc, imaginons un gardien de but aux mondiaux de soccer, lorsque les matchs se terminent en égalité, puis c'est le tir de barrage, il y a plus de buts que d'arrêts. Parce que ça, c'est la limitation humaine. Donc, cette intelligence artificielle-là, iRobot-Goalie, nous est supérieure en matière d'habilité kinesthésique. C'est extrêmement spécifique. Mais est incapable de poser des jugements sur le bien ou le mal, est incapable de comprendre, d'analyser le son, le rythme de la musique. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça, toutes ces intelligences artificielles-là, Watson, qui a battu des meilleurs joueurs à Jeopardy, c'est tout apprendre par cœur, puis la capacité de tout savoir. Mais c'est stocker de l'information. Oui, c'est ça. Notre cerveau est malheureusement limité par rapport à l'intelligence artificielle. Deep Blue, dans la fin des années 90, qui a battu Garry Kasparov, qui était le champion mondial d'échecs. Oui, aux échecs, oui. Aux échecs. Maintenant, les champions mondiaux d'échecs se font tous battre par l'intelligence artificielle. Ça a pris une quinzaine d'années avant qu'un logiciel d'intelligence artificielle soit développé pour qu'on puisse battre le meilleur joueur mondial du jeu de Go, qui est un jeu d'échecs 10 fois plus complexe. Il y a 10 fois plus de mouvements possibles que pour les échecs. Donc, c'était plus complexe. Mais là, maintenant, il n'y a plus un humain qui est capable de battre ces intelligences artificielles-là? Non, parce que les machines sont capables de stocker beaucoup plus d'informations, de coûts possibles que l'être humain. Donc, on est rendu à ce stade-là. Donc, évidemment, c'est troublant quand même. C'est troublant. Les gens se disent, oh mon Dieu, on est complètement largué par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Il faut réaliser, on est largué par rapport à certaines habilités. Qu'est-ce qui va arriver de ta traductrice? Ben ça, c'est un autre problème. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, là, les immigrants qui viennent remplacer les populations autochtones, qui est vrai ou fausse, peu importe, la question n'est pas là, mais il y a aussi un autre grand remplacement qui est technologique. Oui, puis il est en train de se faire. On l'observe déjà. Là. Il se fait. Donc là, malheureusement, à cause de ça, il va y avoir des emplois qui sont appelés à être automatisés. C'est sûr. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment spécifique, par contre, à cette révolution industrielle-là dans laquelle on vit, qui est la 4e. Dans les 3 premières révolutions industrielles, il y a toujours eu des automatisations d'emplois. Donc, à l'époque où on a inventé, on a découvert le pétrole, la machine à vapeur, par exemple, en matière d'agriculture, on n'avait plus besoin d'autant d'employés agricoles. On a inventé le tracteur. Donc, aux États-Unis, en 1850, la part des travailleurs qui œuvraient dans le secteur agricole, c'était 50 % en 1850. Aujourd'hui, c'est moins de 2 %. Les gens ont été remplacés, tout simplement. Lorsqu'on a inventé l'électricité, on voit dans des films, par exemple, les vieux films de Sherlock Holmes, les gens avec les bougies pour allumer les chandelles dans les lampadaires. Les allumeurs de réverbères. Les allumeurs de réverbères, ils ont perdu leur emploi. Les chauffeurs de taxi ont remplacé les conducteurs de calèches. Bon, mais il y avait autre chose qui se créait. Là, c'est parce qu'on a le sentiment que elle va tellement gérer de domaines, l'intelligence artificielle, qu'il n'y a pas forcément une place pour tous ces humains de se trouver un autre emploi. C'est là le problème. Parce que les 3 précédentes révolutions industrielles, les emplois qui étaient automatisés, c'était des emplois non spécialisés, qui ne nécessitaient pas d'une spécialisation, d'une formation universitaire, etc. Donc, les employés agricoles, leur emploi a été automatisé, ils se sont déplacés vers les grandes villes. Ils sont allés au collège, à l'université, sont devenus comptables, et puis ils ont commencé à œuvrer dans le monde des services, ou ils sont allés travailler dans le monde des manufactures. Donc, les gens étaient en mesure de se replacer relativement rapidement, puis une des clés de ce succès-là, ça a été par la spécialisation, grâce au collège et les universités. Parce que les emplois qui n'étaient pas automatisés, c'était des emplois qui nécessitaient une formation universitaire ou une spécialisation. Or, maintenant, c'est là où le bas blesse, la traductrice... Un bac en traduction, là, la fille, là. C'est une formation spécialisée. Donc, elle a pris beaucoup d'années à développer ses aptitudes. Exactement. Puis là,
C'est ça, le logiciel l'a remplacé. Ouais. À la Commission européenne, par exemple, il y a une quarantaine de langues officielles. Ça coûte une fortune, la traduction simultanée. Et là, maintenant, ce que j'ai vu tout récemment, c'est un truc Bluetooth qu'on connecte sur l'oreille avec un micro. Et puis, on ajuste. Moi par exemple, je parle en russe et toi, tu veux la traduction en pachtoun ou en français. Donc, tu vas ajuster traduction française et tu vas entendre la traduction simultanée automatiquement en français. Moi, j'avais vu, c'est de la version bêta l'an passé qui n'était pas forcément encore vraiment bonne. Mais ça se développe rapidement. Pensez à Google Translate il y a à peine 10 ans. C'était nul. Aujourd'hui, c'est pas mal faire bon. DeepL, mais oui, vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, il suffit d'imaginer dans 10 ans à quoi cette technologie-là va ressembler. Ça va vite. Donc, les centaines de traducteurs qui travaillent à la Commission européenne qui sont payés une fortune, bye-bye. Bye-bye, ils vont être remplacés. Par des intelligences artificielles. Ah oui. Mais donc, les salaires vont être récupérés. On en vient à ces grandes questions de la grande réinitialisation. Souvent, on parle d'un salaire universel. Ça amène à ces questions-là quand même. Évidemment, c'est des questions qu'on va devoir se poser parce que les défis sont réels. Je donne d'autres exemples. Pour analyser des mammographies, on s'est rendu compte que les intelligences artificielles étaient plus aptes à découvrir des cancers en phase de développement initiaux plutôt que l'œil humain. Parce que l'intelligence artificielle a accès à des millions de mammographies et est capable d'identifier un petit point blanc ou noir suspect et de faire le lien avec des millions d'autres cas et de dire, bon, ça, c'est tel type de cancer qui est en pré-développement, tandis que l'œil humain aurait pu l'échapper. Puis le problème, c'est que la machine va toujours fonctionner de manière optimale, de la même façon. Elle va être constante. Le radiologiste, là, quand il va revenir de son lunch à 1h30, il a peut-être l'estomac un petit peu plein, il a peut-être un petit coup de fatigue. Peut-être un bébé qui n'a pas dormi cette nuit-là. C'est ça. Donc, il n'aura pas l'œil aussi vif qu'un autre radiologiste ou qu'il l'aurait eu à 10h30 le matin ou un vendredi après-midi à 4h30 en se disant « je vais passer une fin de semaine de pêche ». Évidemment qu'on est imparfait, puis ça fait partie du charme humain. Mais la machine, elle, ne l'est pas. C'est ça. Et puis là, on se rend compte que l'intelligence artificielle est capable elle a des outcomes beaucoup plus maximales que l'œil humain en cette matière-là. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait aussi remplacer les radiologistes. Dans le monde de la médecine, c'est peut-être la formation qui exige le plus de spécialisation. Donc même ces gens-là pourraient être remplacés. Et vous avez aussi toujours, comme les 3 précédentes révolutions industrielles, des emplois non spécialisés qui sont aussi appelés à être remplacés. Les camionneurs, si on en vient à avoir des véhicules j'ai de la misère avec entre guillemets autonomes. Oui, les véhicules autonomes, ça me pose problème. Mais ça se développe présentement, en tout cas. C'est ça. Donc, si ça vient à être développé, à être utilisé, juste aux États-Unis, c'est à peu près 2 millions de personnes qui pourraient perdre leur emploi. Donc, vous avez... Le problème, c'est que pour la première fois de l'histoire, on a des emplois qui peuvent être automatisés sur les 2 spectres. Lorsqu'on parle du spectre de l'emploi, les emplois non spécialisés et les emplois spécialisés. Ce qui fait en sorte qu'au final, la capacité qu'on avait avant d'aller à l'université, aller chercher une nouvelle spécialisation, elle n'est plus nécessairement là. Et là, c'est le spectre du chômage de masse qui fait peur à beaucoup de personnes. Ça fait au moins 10-15 ans, même si ce n'est pas 20 ans que j'ai entendu les premières personnes sonner l'alarme par rapport à ça. Puis il me semble qu'on était assez... Les gouvernements ont été plutôt léthargiques sur cette question-là. Puis là, on est rendu, je trouve, un petit peu comme à la 11e heure, à se dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour légiférer, pour proposer des solutions. Il y en est quoi au point de vue politique, là, justement, par rapport à ça? Il se passe-tu de quoi? Est-ce qu'il y a des débats dans la société québécoise? Mais on n'a pas le droit de débattre, ça, c'est réglé. Non, mais même des discussions. Est-ce qu'on évoque l'intelligence artificielle? Moi, j'ai vu au cours des derniers mois, Journal de Québec, Journal de Montréal, quelques articles. Votre emploi sera-t-il automatisé au cours des prochaines années? Mais, je veux dire, c'est un débat tellement fondamental qui va affecter on est assez jeunes pour que ça nous affecte, puis nos enfants vont vivre là-dedans. Il me semble que ça devrait être un sujet qu'on devrait vraiment discuter, pas à journée longue, là, mais qui devrait être prioritaire. Or, c'est pas le cas du tout. Puis ça a un impact aussi sur le système d'éducation. On pourra en reparler parce que
à cause de l'intelligence artificielle, il y a des habilités qu'on n'aura plus vraiment besoin d'utiliser, qu'on va pouvoir déléguer à la machine, mais il va falloir qu'on soit complémentaire à la machine, et ça implique de développer d'autres habilités qui ne sont pas nécessairement développées dans les écoles. Mais la créativité, c'est un autre bon exemple pour définir l'intelligence. Qu'est-ce que la créativité? Encore, qu'est-ce que l'intelligence? Tout le monde sait c'est quoi la créativité, mais personne n'est capable de définir. C'est dur de définir la créativité. Des fois, on a l'impression que c'est quasiment une intervention divine. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont écrit des chansons ou des livres en disant « c'est pas moi, ça venait d'en haut ». C'est ça, mais ça, c'est un aspect. Ouais. La créativité, pour moi, il y a 3 niveaux. C'est l'intuition. Je veux écrire une chanson où je perçois un problème qu'on doit analyser. Ouais. Donc, et le deuxième aspect, c'est réaliser ce que notre intuition nous dicte de faire. Puis le troisième niveau, c'est d'évaluer de façon critique ce qu'on a produit. OK, donc le après. Le après. OK. ChatGPT, c'est créatif. Parce que le contenu de ChatGPT, c'est du contenu original. Ouais. Nous, c'est une horreur pour les professeurs à l'université, parce que les étudiants avant allaient sur Wikipédia, ils faisaient du copier-coller, puis c'était facile de les pogner dans leur dissertation. C'est super facile, oui. Là, c'est plus difficile. Tu surlignais le passage, tu faisais imprimer la page Wikipédia, comité de discipline, puis tu as 0 pour ton travail. C'était facile. ChatGPT produit maintenant du contenu original. Donc, il n'y a plus de copier-coller. Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il une solution? Le problème, c'est ça. Est-ce qu'il y a une solution? Pas vraiment. Non. Puis, en ce moment, c'est sûr que ChatGPT, ses performances, c'est assez exceptionnel, mais on peut simplement s'imaginer dans 10 ans à quoi ça va ressembler. Mais ça veut dire que nous, ce qu'on enseigne à l'université, les étudiants, faire des revues de littérature, des recensions de lecture, des synthèses de ce qui a été écrit dans la littérature sur tel ou tel sujet, ça prend des semaines et des semaines de réaliser ça. Mais ChatGPT peut le faire en 1 minute. Mais il n'y a pas on fait du coq à l'âne, mais il n'y a pas le bien fondé qu'un jeune soit capable de développer sa capacité à avoir un esprit critique, peu importe s'il y a une intelligence artificielle qui est capable de le faire mieux que lui. Ben voilà. Moi, je pense que c'est comme la fameuse calculatrice. Ouais, moi, je me souviens dans les années 80, c'était la phobie des profs au primaire. Les petites montres là, avec la calculatrice, c'était interdit. Il fallait qu'on calcule dans notre tête ou sur une feuille de papier. On sait tous compter. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des calculs sur une feuille de papier? Mais on prend notre téléphone, la calculatrice, puis on le fait. Ouais. C'est plus rapide, c'est plus facile. On est quand même capable. Ça nous a rendu paresseux quand même. Oui, mais ça nous a amené à peut-être développer d'autres habilités. Tant aussi longtemps qu'on sait compter, on utilise la calculatrice, on gagne du temps, puis la même chose va arriver avec ChatGPT. Je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance. Tu penses? C'est bien d'enseigner aux étudiants, par exemple, voici comment on fait une synthèse, une recension de lecture, tout en sachant très bien que dans 10 ans, là, ils vont juste le savoir de façon théorique, mais ils le feront pas. Ils vont déléguer à ChatGPT. Mais c'est ce qu'on enseigne à l'école, dans les cours de métaux. Mais par contre, le premier aspect puis le troisième aspect, ChatGPT ne l'aura jamais. Parce que là, ce que tu disais, c'est que la créativité, donc ça sous-entend que ChatGPT est capable de créativité. Une part de créativité. Mais la première part, d'avoir l'intuition. Il n'y aura pas l'intuition, c'est nous qui lui ont posé la question. Puis percevoir une problématique, un problème social. Mais il y a sûrement des intelligences artificielles qui sont capables de le faire, s'ils sont programmés pour. Ça prend une conscience, ça prend une expérience de la vie, ça prend des intuitions. Oui. Tu sais, c'est pas à la portée d'une machine. Tu penses que c'est pas à la portée d'une... Ça pourrait le devenir? Ça pourrait peut-être, on ne sait pas, est-ce que la technologie pourrait nous donner dans 50 ans, mais l'immense majorité des gens dans le domaine disent on a peut-être atteint une limite technologique ici qui ne pourra pas être dépassée. Donc, en sachant que nous, on a une intuition, une conscience, qu'on développe cette faculté-là. Comment est-ce que vous pouvez être instinctif, déduire des choses, percevoir des problèmes où il n'y en a pas? Ça nécessite un esprit critique, ça. Puis le troisième aspect, critiquer le résultat de ChatGPT. ChatGPT va juste produire, puis il n'y a pas de capacité de réflexion sur ce qu'il produit. C'est à nous de dire, bon, ben, okay, il m'a sorti 2 arguments, un argument, un contre-argument. Quelle est la valeur de l'argument par rapport au contre-argument dans cette relation-là, puis lequel a plus de valeur que l'autre? C'est à nous, là. De le retravailler après aussi. C'est ça, puis de porter un jugement en disant, bon, OK, il m'a sorti cet argument-là, mais ça ne fait pas de sens. Parce qu'il y a telle expérience de la vie qui contredit. Il y a des biais aussi, là, on va se le dire, ChatGPT a des gros biais. C'est ça, donc on doit être en mesure aussi de savoir ça. C'est un biais de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, et puis il n'est pas valable pour telle et telle raison. C'est ça qu'on va être obligé, dans les systèmes d'éducation, de développer. Tu sais, ChatGPT est utilisé par les barman dans les bars. OK, pourquoi?
ils disent, bon, c'est l'été, j'aimerais inventer un nouveau cocktail. Mettons qu'il y a quelque chose, une activité, un événement international au Mexique, par exemple. Donc, la thématique de l'été, c'est le Mexique, puis il y a une chanson de Shakira qui porte sur le Mexique. Donc, c'est l'été 2025, c'est tout axé autour du Mexique. Bon, donc, j'aimerais avoir un cocktail à base de tequila qui va rappeler aux gens une soirée sur la plage à Cancun, par exemple. Okay. Donc, les barman demandent à ChatGPT de créer un cocktail. Crée-moi un cocktail avec cette thématique-là. Et puis, le ChatGPT sort une recette de cocktail. Et puis, les barman disent, juste en voyant le cocktail, ils savent tout de suite, il y a trop d'alcool, il n'y a pas assez d'alcool, ça va être trop sucré, trop amer. Okay. Ils savent. Ils le font quand même. Et puis là, ils reconnaissent qu'effectivement, il y a un problème. Mais là, ils tweakent, ils diminuent, ils augmentent. Et puis, à partir de cette base-là, ils en viennent à développer un cocktail qui servent ensuite dans les bars. Puis les gens les apprécient. Mais c'est la capacité humaine de critiquer, d'apprécier ce que ChatGPT a créé. Parce que c'est de la création, c'est original. C'est pas un cocktail qui est copié d'un autre bar. C'est original. Il y a de la créativité. Mais l'idée de créer le cocktail n'est pas venue de la machine. Je comprends. Puis la capacité d'analyser le résultat final, c'est pas la machine non plus. Pas de papier gustatif, là. Mais en même temps, étant moi-même une artiste, je trouve qu'il y a quelque chose de dommage dans le fait qu'on enlève... C'est comme moi qui conduis manuel. Je conduis mon auto manuel depuis... Puis j'ai tenu à m'acheter une auto manuelle quand j'ai changé mon auto il y a 3 ans parce que je suis la seule au Québec qui conduit mon char manuel puis j'y tiens, tu sais. Puis oui, c'est vrai que c'est plate dans le trafic, mais je me dis... Peut-être parce que j'aime ça conduire, là, c'est sûr. Là, j'aurais pas une auto manuelle, mais j'apprécie comprendre mon moteur. J'ai l'impression de sentir plus ma voiture. J'ai l'impression d'être plus concentrée, justement, parce que j'ai plus de choses à faire quand je conduis. Fait que, tu sais, tout le concept, justement, des autos qui se conduisent tout seuls, pour moi, là, ça amène à une paresse qui peut amener... il va y avoir des situations, des fois, des imprévus, des lignes qui sont pas dessinées, comme c'est le cas à Montréal, ou que t'arrives il y a tellement de niaiseries à Montréal. Mais je pense que les conducteurs de Tesla, on leur recommande, ou en fait, ils ne peuvent pas utiliser le mode autonome à Montréal. Non, mais c'est avec sûr. raison, il y a des comptes partout. Non seulement les comptes, même l'être humain est complètement perdu. Là. Mais c'est une catastrophe. Des fois, ça arrive que t'es dans ta voie, puis là, tu traverses comme l'intersection, puis là, soudainement, t'arrives à cheval sur une ligne. C'est comme, la voie se tassée, mais d'aucune... C'est tellement mal fait. Fait que, tu sais, si j'avais pas mon cerveau pour réfléchir, exactement. Si je prenais comme pour acquis, je suis en train de lire mon livre, puis je pense que mon auto fait tout à ma place, bien, je me retrouvais dans des situations vraiment catastrophiques. Là, je comprends que pour l'instant, on dit conduisez pas vos autos qui conduisent toutes seules à Montréal, mais on tend vers un monde où on nous enlève comme notre sens du jugement, comme la même chose, apprenez pas à conduire manuel. Puis, comme étant une artiste qui a composé, mais bon, je suis moins dans la musique, mais j'étais auteur, compositeur, interprète avant. Le processus créatif, c'est dans les états de grâce, ou comment je pourrais dire, c'est même des états d'extase dans lesquels j'ai été, puis t'écris des livres, fait que bon, c'est sûr que c'est pas de la fiction, mais... Il y a des journées où on est off. Mais il y a les moments où ça sort, là, c'est tellement des beaux moments, c'est tellement nourrissant. Des fois, je pouvais écrire 12-14 heures, j'ai écrit un livre aussi, là, j'en parle de un moment donné, je vais le sortir, mon livre. Puis tu sais, à force de... Mes journées, là, j'étais pas fatiguée, j'étais nourrie, vraiment, là, ça a été dans les moments de ma vie où j'ai été le plus énergisée. Et ça, je trouverais ça dommage qu'on fasse, justement, tu sais, comme c'est les barmen dont tu parles qui créent des cocktails à base d'une... Tu sais, qui sont même pas forcés à l'essayer. C'est-à-dire, on fait une journée, on essaie des cocktails. Tu sais, il y a l'effet social autour de ça, tu sais. L'effet de s'amuser à essayer des choses, de dire, ça marche pas, ou être surpris de faire un mix pour être vraiment comme, wow, grande découverte. Parce que tu t'es limité à faire juste confiance à une intelligence artificielle, puis juste réajuster à gauche, à droite. Moi, je trouve que c'est nivelé vers le bas pour l'humanité. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais en sachant ce que l'intelligence artificielle peut faire, je pense que l'idée, ça serait d'en venir à développer une forme de complémentarité. Ouais. Donc, les tâches plus bancales, plus cléricales, on pourrait ultimement les déléguer à l'IA et nous concentrer strictement sur des habiletés humaines. Qui serait extrêmement niché, par contre. Non? Processus créatif. Ouais. Tu sais, je veux dire, vous avez des logiciels qui sont en mesure... C'est assez fascinant quand même. Ça recrée des créations originales, ça recrée des chansons d'artistes décédés.
Par exemple, 30 ans après la mort de Jim Morrison, ou ça fait presque... Moi, ça fait 30 ans que Kurt Cobain est décédé. Disons, exemple de Kurt Cobain, ça fait 30 ans. Raison, ben oui. 94, 94, Donc, ça fait 30 ans qu'il est décédé. Donc, l'IA, le logiciel, c'est si Kurt Cobain était encore en vie aujourd'hui, à quoi pourraient ressembler ses créations? En prenant en considération l'évolution de la musique aussi depuis 30 ans, qu'il l'aurait lui-même inspiré. Non, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Puis ça nous sort là, des tunes, puis, mais pour la plupart, il manque quelque chose. Oui, on reconnaît le son de Nirvana, de Kurt Cobain, la voix est raillée, mais c'est pas aussi bon. Pas l'énergie brute de Kurt Cobain. Puis par exemple, Ben Affleck, dans une entrevue, ça c'était très intéressant, il disait « Oui, à Hollywood, les scénaristes ont peur d'être remplacés par les IA qui peuvent produire des scripts. » Puis Ben Affleck disait, effectivement, les scripts que l'IA nous produit, ça fait du sens, c'est bien, mais si on jouait sans émotion, les scripts, ce serait pas... Personne ne viendrait au théâtre ou paierait pour regarder le film. Ce qui fait la différence, c'est l'interaction entre les acteurs, des moments de grâce. C'est ça qui fait pleurer les gens. C'est pas simplement le texte, c'est le jeu des acteurs. Donc ça, c'est un truc... L'IA sera jamais en mesure, là, puis en fait, c'était le point de Ben Affleck, l'IA sera jamais en mesure là, de nous égaler à ce niveau-là, parce que ça, c'est une capacité, une habilité qui est inhérente à l'humain. Donc, l'idée, on est complémentaires. On peut laisser l'IA écrire des scripts de films, des scénarios de films, mais pour jouer les scénarios, ça prend l'émotion. Ça prend l'interaction entre deux individus. Même à ça, si tu regardes les scénarios qui s'écrivent là, de nos jours, là, je ne veux pas forcément partir dans cette parenthèse-là, mais on a tellement épuré la créativité dans les dernières années, dans les mêmes dernières décennies. On verra plus jamais des scénarios comme Back to the Future ou même les premiers Star Wars qui étaient comme quand même révolutionnaires parce que c'était pas encore des sequels puis ils n'avaient pas comme pondu 75. Quand tu repenses à ça, tu regardes de Retour vers le futur, le scénario, c'est la perfection. C'est incroyable comment c'est bien écrit. Puis c'était tellement osé, original. Puis tu sais, maintenant, ce qu'ils font, ben là, ils pensent à faire un 4. Puis là, ça fait combien d'années qu'ils nous cassent les oreilles à faire un 4? T'sais, ils sont plus capables de... Il n'y a plus rien d'original. Fait que oui, une intelligence artificielle va pondre quelque chose qui est commercial. Mais je pense que les gens sont un peu écœurés de ça puis ont envie de revoir comme des éclaboussures de spontanéité, de créativité, de quelque chose de justement... humain. Oui, puis je pense que la complémentarité, c'est ça. Puis je pense qu'on s'est peut-être laissé trop entraîner dans l'IA peut tout faire à notre place, puis on peut rester écrasé sur notre sofa sans rien faire. Ça, c'est la mauvaise approche. L'IA va pas disparaître. Puis ça va continuer à se développer, puis il n'y a pas de retour en arrière, là. C'est pas comme il y avait des gens au début du 19e siècle qui avaient peur de perdre... des gens qui travaillaient dans des manufactures de textiles, qui avaient peur de perdre leur emploi. Les Luddites, donc le soir, la nuit, ils rentraient dans les usines pour casser les machines. Donc, faut pas atteindre ce stade-là. De toute façon, ça servira à rien. Mais c'est de bien accepter, de bien comprendre, voici ce que l'IA peut faire, voici ce qui peut contribuer à notre bonheur, faire des tâches plus cléricales, mais concentrons-nous maintenant sur des choses qui nous sont propres. Puis le système d'éducation, si on veut former des gens, des petits culs de 5 ans là, qui vont être adultes là, dans 20 ans, qui vont entrer sur le marché du travail, il faut qu'on commence à les former à ça maintenant. Parce qu'ils vont être complètement largués dans 20 ans quand ils vont entrer dans le marché du travail, ayant suivi un cursus scolaire où c'est apprends par cœur. Ça sert plus à rien, ça. Ça sert plus à rien. Il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Mais il faut s'adapter à une rapidité sans précédent parce qu'on sait comment qu'on est. Ça fait quoi? Ça fait 40-50 ans qu'on dit que notre système scolaire, c'est une catastrophe puis il n'y a rien qui change. Puis là, ça va être encore plus catastrophique. Une autre couche de catastrophisme qui va venir s'ajouter à plusieurs autres couches. C'est ça. Puis, est-ce qu'on en parle? Non. Tu sais, on parle de réforme scolaire, puis de commission scolaire. Puis ça, c'est du changement de structure. Ça apporte absolument rien à l'élève. Non. Mais quand on regarde ça, là, vraiment, là, il y a des débats qui se perdent là, au Québec ou partout ailleurs en Occident. Là. C'est pas juste unique au Québec. Là, mais vraiment. Mais dirais-tu qu'au Kazakhstan, c'est toi qui es au Kazakhstan, est-ce que tu trouves que la discussion est comme plus en cours qu'ici? Ben, je vais donner un exemple. Mon université, il y a quelques années de ça, avait comme plan d'ouvrir un second campus dans une autre ville du pays où tous les étudiants de l'université, leur bac, ça dure 4 ans parce qu'il n'y a pas de cégep là-bas. Le bac dure 4 ans. Tous les étudiants de 3e année auraient passé leur 3e année, nonobstant leur champ de spécialisation, sociologie, anthropologie, ingénierie spatiale, quoi que ce soit. Leur 3e année
toute l'année, ils auraient suivi des cours sur l'intelligence artificielle et ils auraient été appelés à essayer de voir, de comprendre en quoi l'intelligence artificielle pouvait apporter des bénéfices, des inconvénients à leur discipline. 1 an. 1 an complet. Wow. Ça aurait été partie prenante, intégrante de leur bac. Puis la 4e année, ils seraient revenus à Stano, campus normal, pour continuer leur cours. Ça a été un projet pilote ou ça c'est vraiment... C'est que ça coûtait... Ouvrir le nouveau campus, ça coûtait à peu près 300 millions de dollars. Okay, ouais. Et puis la situation politique a changé au pays, mais il y a eu ce projet-là. Aux Émirats arabes unis, il y a un projet similaire qui est en cours de développement. Ah oui, OK. Donc des pays, tu sais, qu'on méprise, là. Ouais. C'est pas d'accident, là. Ouais. Ben, ils sont en train là, de prendre là, une longueur d'avance sur les États-Unis, le Canada, puis l'Europe occidentale. Là. Oui, parce que c'est ça, en fait, on pourrait dire que les États-Unis sont pas non plus en avance dans ce débat-là. Là. On aime ça dire que les Québécois, on n'est pas prompts à débattre, mais c'est assez généralisé en Amérique du Nord. Là. Ben, il y a Silicon Valley, quand même, il y a l'expertise qui est là, aux États-Unis. Ouais. Mais tu sais, le problème, c'est qu'aux États-Unis, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, le débat est focusé autour d'Elon Musk, c'est son engagement politique. Ouais. Puis effectivement, ça peut poser problème. Le gars il y a un plan en tête, là. Oui, c'est sûr que oui. Indirectement en politique, là, par philanthropie, là. Il y a des intérêts là, dans la game. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle d'IA, aux États-Unis, par exemple, c'est Elon Musk qui est trop proche des cercles politiques, ça va avoir des conséquences, ça devient une oligarchie technologique. Puis, ça fait dériver la discussion, finalement. Je suis d'accord, il y a un débat à avoir là-dessus, mais qu'en est-il de l'évolution des sociétés, prendre en considération ce que j'expliquais, l'apport de l'IA, puis comment on doit se réorganiser notre vie en conséquence? Ouais. Moi, je vois pas vraiment des débats sérieux qui ont lieu en ce moment en Occident sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk? C'est un type hyper créatif, qui n'a pas la langue dans sa poche, puis c'est le bienvenu aujourd'hui. Et puis, si on s'en tient uniquement à son apport technologique, il peut faire progresser l'humanité, là, comme pas un. Là. Penses-tu que ça peut être à double tranchant, cette espèce de... C'est un débat que j'ai souvent autour de moi, parce que c'est sûr qu'il y a des gens autour de moi qui adorent Elon Musk, puis qui trouvent ça extraordinaire, Starlink, ou c'est quoi son truc, les implants dans la tête, là. Oui, j'ai pas le nom qui me vient, mais oui. Non plus, en tout cas, oui. Parce que exemple, mon conjoint dit tout le temps, mais tu sais, c'est mieux que ce soit Elon Musk qui développe cette technologie-là que quelqu'un d'autre. Puis comme moi, j'ai pas la conviction que ça va pas mal finir. Cette espèce de fusion entre l'humain puis l'intelligence artificielle, je la trouve quand même, elle ouvre un gros débat autour de la question de Dieu, autour de la question du sacré de la vie, du divin. Oui. La vie et de la mort. C'est des gros enjeux, là. C'est des grandes discussions à avoir comme société. Puis Elon Musk, bon, bien entendu, il est à fond dans cet agenda-là. Fait que lui, il va... J'ai une petite réserve quand même si c'est extraordinaire de redonner l'ouïe à des sourds. Puis oui, tu sais, il y aura toujours... Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais je suis pas sûre que je trouve ça si hot que ça, que l'humain se transforme en machine. Des bonnes questions éthiques à se poser. Puis encore une fois, ces questions-là se posent pas. Mais tu sais, par exemple, en fait, c'est un peu la question du transhumanisme. C'est la grande question du transhumanisme. Il y a deux aspects dans le transhumanisme. Les capacités, ce que j'appelle de restauration, puis les technologies d'augmentation. Ouais. Technologie de restauration, c'est comme le Ritalin, par exemple. Il y a une personne qui souffre d'un déficit d'attention, non pour revenir à un niveau de normalité, entre guillemets. Donc, une personne. Le meilleur exemple, parce que je trouve qu'on surmédicamente. Oui. Les jeunes sont tous sur le Ritalin à cette heure. Oui. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, la personne souffre d'un problème qui l'empêche de performer de façon égale avec les autres. Donc, la pilule, c'est une technologie de restauration pour la ramener à un niveau d'égalité par rapport aux autres. Donc, de normalité, parce que la norme étant d'être assis 34 dans une classe à ne pas parler pendant 8 heures puis que tu es un prof. Des verres de contact, des lunettes. Si on a une vision qui est à -5, on voit moins bien que les autres. La lunette, c'est une technologie de restauration. Ouais. Ça ne cause pas problème, ça. Mais le problème, c'est les technologies deviennent des technologies d'augmentation qui nous amènent au-delà de ce que la nature avait prévu. C'est là où on franchit peut-être une ligne rouge. Mais tu sais, est-ce qu'on en parle? Dans les films à Hollywood, on en parle. On a une crainte. Peut-être qu'il y a du bon là-dedans. Peut-être qu'il y a du mal aussi, mais il n'y a vraiment pas de débat sur ces questions-là. Puis les gens disent « Ah, le transhumanisme, c'est pas bien. » Attention, le transhumanisme, des technologies qui peuvent jouer avec la génétique des gens. On entre vraiment là, dans un... L'eugénisme. Ça devient de l'eugénisme. Ouais. Par exemple, si
tu es enceinte et tu apprends par des tests sanguins, ton enfant, tout porte à croire qu'il va souffrir de trisomie ou d'un problème psychologique extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans les faits, lorsque la question est posée aux femmes enceintes, dans l'immense majorité des cas, elles vont avorter. Elles vont avorter. Maintenant, avec la manipulation génétique, si on pouvait, c'est très théorique, mais si on pouvait, on pourrait retirer le gène, le chromosome problématique. Donc, finalement, on pourrait faire en sorte que l'enfant naisse sans trisomie. C'est du transhumanisme. Est-ce que c'est acceptable? Là, on pourrait dire, c'est pas de l'augmentation, c'est de la restauration. Ouais, on pourrait dire ça. C'est comme des lunettes, c'est comme du Ritalin, ça rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Donc, si on pose la question aux gens, maintenant, est-ce que tu es contre le transhumanisme? OK, mais mettons, parce qu'on reste toujours avec ton argument de la restauration. Mais si on dit, moi, je veux que mon enfant ait les yeux bleus. Ça, bon. Est-ce que ça va apporter plus d'avantages à cet enfant-là dans sa vie? Si tu veux améliorer son QI, si tu veux, tu sais, toutes ces questions-là. Là. Oui. Oui, et là, évidemment, ça devient un énorme problème. C'est une ligne rouge pour beaucoup de personnes. Et là, c'est là où le transhumanisme devient problématique. Mais encore faut-il bien comprendre les tenants et aboutissants. Il y a certaines choses qui peuvent être acceptables, puis d'autres choses qui sont moins acceptables, ou en tout cas qui méritent des débats plus poussés. Et si un jour on en vient, pour le bénéfice de l'humanité, à pouvoir augmenter le QI des gens, l'intelligence des gens, il faudrait que ça soit égal. Bien, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des castes, puis ceux qui vont pouvoir se permettre ces opérations-là sont sûrement riches. Fait que là, ça va créer une oligarchie en plus qui va être supérieure en QI. Tu sais, ça ouvre, là, vraiment. Là, on en vient à créer deux classes de citoyens, puis ultimement, les plus intelligents vont mépriser les moins intelligents. Et on sait dans le passé, ce genre de relation-là, est-ce que à quoi ça a amené? C'est jamais vraiment extraordinaire. Donc, mais personne ne se pose ces questions-là, alors que la technologie, c'est pas vrai elle est parce là. qu'on en parle, mais on dirait qu'on n'a pas un impact par nos discussions. On voudrait voir ces discussions-là amenées dans une sphère politique, dans une arène politique où, justement, il pourrait y avoir des lois qui sont passées ou des réglementations qui sont mises en place. Puis, est-ce qu'il y en a qui sont mises en place en ce moment? Y a-t-il des réglementations un peu qui ont été mises en place? Bon, on peut dire, par exemple, l'eugénisme, Dolly, la brebis, qui a été clonée à la fin des années 90 à peu près. Ça avait fait freaker tout le monde. On impose une loi. Mais ça, c'est ça le problème. Si on attend trop, à un moment donné, la technologie se réalise et là, tout le monde capote. Et là, non, on impose des lois mur à mur qui empêchent le développement de cette technologie-là. Alors qu'il y a peut-être du bon, il y a du mauvais, il y a peut-être du bon. Comme les psychotropes aussi, même chose. On a tout arrêté alors qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Exactement. On a fait une commission parlementaire il y a plusieurs années au Québec sur mourir dans la dignité. C'était transpartisan. Puis tous les partis politiques étaient représentés, puis ils ont pondu un rapport qui est bon, qui est mauvais, mais la question n'est pas là. Au moins, ils se sont assis sur une question qui était fondamentale, qui l'est toujours. Puis ils en sont venus à des propositions législatives qui ont finalement été adoptées. Ça, là, l'intelligence artificielle, les impacts que ça peut avoir dans nos vies, honnêtement, je pense qu'au Québec, là, ou en tout cas au Canada même, là, ça mériterait une commission parlementaire. Transpartisane, parce que ça transcende les lignes de parti, ça va avoir des impacts sur tout le monde, sans exception. Puis ce serait bien, avant de se dire, là, il faut commencer faut réfléchir à tout ça avant d'être confronté à cette réalité-là et le freaker, puis adopter des lois qui seront peut-être pas les bienvenues. Si on est préparé à ça, on va être en mesure de dire, bon, il y a du bon, il y a du mauvais, et en sachant ça, on sait exactement quelle est la ligne qu'on ne doit pas franchir. Puis là, on met en place des lois qui ont de l'allure, qui sont équilibrés, qui ne freinent pas le développement. Mais tu parles d'une espèce de société utopique, sage, où on verrait les choses arriver, puis on prévoirait d'avance, mais l'humain réagit. En fait, on dirait que c'est comme ça. Si on regarde l'histoire, même quand on nous parle des changements climatiques, c'est comme quand on fait face à des continents de plastique dans l'océan Pacifique, que là, soudainement, on fait... peut-être qu'on a produit trop de plastique, puis on réagit pas tant que ça parce qu'on continue d'en produire encore plus. On augmente notre production de plastique au lieu de la réduire. Donc, j'ai tendance à penser que l'humain n'est pas si hot que ça pour mettre en place des choses qui iraient dans le sens de son évolution. On dirait qu'on est tout le temps un peu dans l'autodestruction. Je sais pas si on... Oui, puis dans l'immédiat. Aussi. Puis rajoutons à ça les personnes qui ont le pouvoir de faire des choses comme celle-là, eux, leur perspective, c'est pas la prochaine génération, c'est la prochaine élection. C'est ça qui est dommage. Puis j'y réalise que l'IA, c'est pas vraiment un sujet d'actualité pour la population. Ils vont pas s'en préoccuper. Non, ça.
Mais ça, c'est ça. C'est dommage. Il y a pas de... On s'attendrait à mieux, honnêtement, des politiciens. Ouais. Mais bon, on peut pas demander l'impossible non Mais plus. toi, Hein. c'est ça, quand même, t'es quelqu'un qui est passionné de politique. Moi, je suis totalement désabusée de politique. J'imagine que ça te passionne si tu as décidé quand même d'enseigner les sciences politiques. D'où vient cette passion pour la politique? Ah, ben, ça, c'est un truc familial. J'avais un grand-oncle dans notre famille qui avait été chef de l'Union nationale, chef de l'opposition il y a 60 ans de ça. OK. Puis on a toujours été proches, on a toujours parlé de politique, puis évidemment dans la maison avec mon père aussi, on parlait beaucoup de politique, il était très, très engagé politiquement. Puis T'as confiance en la politique? Non. Est-ce que y a-tu un point de rupture où t'as perdu confiance en la politique? J'ai travaillé en politique. OK. J'étais attaché politique à Ottawa entre 1999 et 2003. Donc, ta première carrière? Ma première vraie job, à l'exception du McDo, là. OK. Mon premier vrai emploi. Donc, pendant 4 ans, j'ai vu à tous les jours des politiciens se côtoyer les uns les autres. J'ai vu des trucs absolument dégueulasses qu'on peut même pas s'imaginer. Tu sais, on dit les partis politiques se détestent les uns les autres. Ben, les pires ennemis sont dans le même parti. Ah ouais, hein? J'ai vu des trucs absolument dégueulasses. Genre des coups bas ou... Des coups bas absolument dégueulasses. Des trucs là As-tu un exemple? Sans donner de nom. Là. Je vais donner un exemple théorique dont on m'a déjà parlé. OK. D'accord. À un moment donné, dans un parti politique, il y avait de la contestation dans le caucus. Et puis, ça brassait là, au caucus. Et puis, le chef a dit, écoutez, je comprends votre point de vue, puis, mais on a d'autres choses à discuter. Si vous voulez bien, ça va être plus constructif si vous venez me voir à mon bureau ce soir pour en discuter. Fait que les dissidents ont accepté de se taire, puis ils ont pris rendez-vous en soirée individuellement avec le chef du parti. Et puis, premier, c'est son tour, il rentre dans le bureau. Là où la chef du parti est assise à son bureau, fait signe, oui, entre, assis-toi. Puis, il est assis, puis il y a un dossier, le chef a un dossier dans les mains, puis il tourne les pages, puis il ne dit pas un mot. Pendant 2-3 minutes, un gros silence de plomb. Et puis là, soudainement, la personne ferme le dossier, se retourne vers le député en question et dit, on va dire, Héloïse, Héloïse, je suis pas certain que ton conjoint aimerait savoir que tu sois un amant du nom de Jean-François à Ottawa. Comme ça. Wow. Ça a mis un terme à la dissidence. C'est carrément du chantage. Ben oui. Tu sais, House of Cards, je ne sais pas si vous avez vu House of Cards, la scène où le Underwood, lorsqu'il est toujours whip, il y a 2 dissidents dans le parti, puis ils sont devant lui dans son bureau, puis il dit, moi je m'attends à 2 choses de vous, votez selon votre conscience, défendez les gens de votre circonscription, et surtout, mais surtout, ne me décevez pas. Il dit, il y a un vote demain, là, et puis, il dit, là, il y a un bol de bonbons, puis il y a 2 petits robots qui sont sortis de son bureau. Il dit, ça, c'est le reste du caucus démocrate, puis ça, c'est vous deux, puis entre les deux, il y a moi. Il dit, donc, demain, il y a un vote, puis je m'attends à ce que vous ne me déceviez pas. Puis le silence de plomb, et là, il dit, maintenant, ça, c'est le moment où vous quittez mon bureau. Tu vois ça dans les... Oh, c'est de la fantaisie. Puis, mais non, c'est vraiment comme même ça. Le bout de capiche devant le métro, c'est pas de la fantaisie tant que ça, je pense. Mais en tout cas, est-ce que... Donc tu as été déçu de ce que tu as vu. Tu t'attendais-tu à ça? Toi qui étais jeune à cette époque, oui, j'étais jeune, j'étais naïf. Là. Oui, c'est ça. Non, je m'attendais pas nécessairement à ça. Mais je sais que c'était comme ça, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. C'est du pouvoir. Où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui. Mais c'est des gens qui sont supposés défendre la même idéologie, faire partie de la même gamme. Oui, puis représenter le peuple surtout, là, ça devrait être la... Ils ne représentent pas le peuple. Non. Moi, là, les discussions que j'ai assistées là, entre les députés là, dans l'antichambre, donc derrière, lorsqu'ils débattent, là, vous avez les bureaux puis les rideaux, donc derrière, il y a des tables puis le lunch est servi gratuitement, évidemment. Et puis moi, les discussions que j'ai assistées entre les députés, là, c'était pas serait-il bon de voter oui ou non en faveur de cette loi? Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt du peuple? Non, c'est ton compte de dépenses la semaine passée, là, est-ce que tu as pensé à ajouter telle dépense qui est admissible? Puis c'est que ça. Ouais. C'est que ça. Comment on en est venu là? Ça n'a pas toujours été ça, la politique. Il y a toujours eu des personnages d'exception. Des personnages genre d'exception. des René Lévesque, tu veux dire? Des René Lévesque, oui, c'est ça, qui étaient animés par un idéal, puis qui... Des idéalistes, là, vraiment, qui étaient là par conviction. Oui, c'est ça, qui ont accepté la pauvreté pour défendre leurs convictions. Tu sais, Pierre Bourgault, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il s'est engagé dans le mouvement souverainiste, il a perdu son emploi. Il était sur l'aide sociale, là, à un moment donné, là.
C'est Robert Bourassa qui lui a trouvé un emploi. Il n'était pas là pour le politique. cash. Non, il était là pour la souveraineté du Québec. René Lévesque, pareil pour la souveraineté du Québec. Puis les personnages d'exception, surtout, c'est des gens qui ne cherchent pas à faire de la politique. Ils sont appelés. C'est l'appel. Et puis là, l'appel est tellement fort qu'ils y vont pour sauver la société ou faire des changements qui s'imposent. Avec Trump, parce que dans ma tête, Trump est pas... Il se dit lui-même pas un politicien. Je l'écoutais en entrevue à Tucker Carlson. Il en a fait beaucoup avec Tucker dernièrement, mais il disait I hate to call myself a politician. Puis là, Tucker, il répond, il dit I think you qualify. Puis là, il est comme, OK, j'avoue que là... Mais il se considérait pas comme un politique. Il s'est dit... Ce que je comprends, là, puis tu sais, on peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, puis j'aimerais vraiment ça qu'on parle un peu de politique américaine. On peut aimer ou pas le personnage, mais Donald Trump, à la base, c'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune, puis on le décrit comme un patriote qui soudainement a trouvé que son pays allait vraiment pas bien, puis s'est dit, moi, j'ai envie de m'impliquer pour essayer de le redresser, ce pays-là. Et ça semble être vraiment ses convictions de patriote qui le motivent dans sa détermination, contrairement à ce que bien des Québécois pensent, qui pensent que c'est juste un ego trip. Puis, tu sais, je pense qu'il serait vraiment à son âge vraiment mieux à jouer au golf à journée longue que de faire ce qu'il fait. Tu sais, sa vie est menacée. Il y a quand même eu des attentats. Il y a un qui a failli réussir. Une fois plutôt qu'une. Oui, c'est ça. Après, on peut dire que c'est arrangé, puis blablabla, mais tu sais, ça n'a pas l'air de tout repos. Là. Fait que moi, honnêtement, je pense qu'il est vraiment animé de conviction. Puis c'est ce qui me donne envie en ce moment d'avoir une certaine curiosité pleine d'espoir de ce qui nous attend pour les 4 prochaines années. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump, toi, et de son élection? Là? Ben, Trump, j'ai déjà donné j'ai fait cette comparaison-là dans le passé. C'est Prométhée, un demi-dieu grec qui a volé le feu aux dieux pour le donner au peuple. Puis lorsque les dieux ont découvert le vol, ils l'ont puni. Il a été obligé de pousser sa roche là, constamment. Donc, il a été puni par les dieux. Trump, c'est un peu comme Prométhée. Les dieux, l'oligarchie, l'oligarchie financière, qui a souvent été le cas aux États-Unis, mais c'est en train de se transformer en une oligarchie idéologique qui se sépare complètement du peuple, qui méprise le peuple, et lui, il redonne le feu, donc le pouvoir, au peuple. Et puis, les dieux, les oligarques idéologiques, ils cherchent à se venger de lui. Je veux dire, les tentatives d'assassinat, là... L'assassinat public aussi dans les médias, parce que c'est pas ordinaire non plus le campagne de salissage qu'il y a depuis qu'il est... Physique, symbolique, on cherche vraiment à l'assassiner. Donc, il redonne au peuple. Donc, on est dans cette période-là de l'histoire. Puis c'est la même chose en France. Là, on enregistre aujourd'hui, il va y avoir une motion de censure contre le gouvernement. Le gouvernement français va tomber. Puis c'est une alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national qui vont faire tomber le gouvernement. Selon toute vraisemblance, le vote n'a pas encore eu lieu, mais ça s'en va vers ça. Poilievre, dans une certaine mesure, c'est ça aussi. Pendant 10 ans, il y a eu le délire woke là, au Canada, et puis il y a beaucoup de gens qui se sont sentis exclus de cette mouvance-là. Et là, ils veulent reprendre le pouvoir, reprendre leur place, leur voix, parce qu'ils se sont sentis marginalisés. Et puis, méprisés aussi. Méprisés. Donc, il y a une revanche, ce que les gens ont appelé une revanche populiste, de façon négative. Mais si on dit revanche populiste dans le sens le peuple, les gens normaux qui en ont marre, qui veulent reprendre le pouvoir, on peut dire c'est sain démocratiquement. Ben oui. Parce que c'est brisé. Mais pourquoi c'est méprisé d'ailleurs le terme populiste? À chaque fois qu'on dit ce mot-là, c'est comme ça vient avec oui, puis tu remarqueras aussi, le populisme, c'est toujours la droite. C'est l'extrême droite. Mais l'extrême souvent, oui. La gauche, c'est des idéalistes. C'est différent. Ils ont le cœur à la bonne place. Pour le progrès. Pour le progrès. Donc, le populisme est toujours associé à la droite ou à l'extrême droite, jamais à la gauche ou à l'extrême gauche. Alors qu'on... un petit peu de la propagande, tout ça, non? On s'entend. La définition du populisme, c'est plaire au peuple à tout prix, donc la démagogie. Oui, mais ça, c'est démagogue. On s'entend. On augmente le salaire minimum à 20 pièces de l'heure. Ça va plaire à une partie de la population. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que dans les faits, économiquement parlant, est-ce que c'est, en anglais, sustainable? Non, mais ça plaît aux gens, donc des partis qui le proposent. C'est du populisme, de gauche ou d'extrême gauche. Mais est-ce que tu trouves qu'il est démagogue, Donald Trump? Tous les politiciens le sont. Ils font des exagérations, puis Mais dans les faits, après, est-ce que on l'a vu 4 ans au pouvoir, on peut voir s'il a été juste démagogue dans ses promesses pour plaire, pour être élu, puis finalement, il n'a rien fait. On peut voir aussi s'il a livré la marchandise. Non, il a livré ou il a essayé de livrer la marchandise. Puis là, je pense qu'il est mieux préparé cette fois-ci, il est mieux entouré. Puis je pense que, peut-être en 2016, il s'attendait peut-être pas réellement à gagner.
Ça a été peut-être une surprise un peu pour lui, la victoire. Ça a été une surprise clairement pour la gauche. Là. Pour tout le monde. Là. Ouais. Parce que les sondages le donnaient tellement loin derrière Clinton. C'est là qu'on voit que c'est un petit peu de la bullshit, les sondages. Ben, ça sous-estime les gens qu'on méprise. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais partie des méprisés, puis tu as un inconnu qui t'appelle au téléphone, « Bon, j'appartiens à tel film de sondage, il y a des élections dans une semaine, pour qui vous allez voter? » Si on ne cesse de répéter ad vitam aeternam du matin au soir que tel candidat, c'est un fasciste, un nazi, vous n'allez pas admettre à un inconnu au téléphone, ben moi je vais voter pour un fasciste puis un nazi. Parce que vous allez avoir peur que l'inconnu vous méprise. Historiquement, là, les candidats de droite, taxés de populistes, de fascistes, d'extrémistes de droite, leurs intentions de vote dans les sondages ont toujours été sous-estimées. Ah, c'est intéressant. Jean-Marie Le Pen en France, ça a toujours été le cas. Puis ça a été le cas avec Trump en 2016, en 2020. Ça a encore été le cas cette fois-ci. Parce que les gens, ils veulent pas se faire juger par des inconnus. Donc, ils gardent leurs croyances réelles pour eux. Ils disent, je sais pas, je suis indécis ou tout démocrate, pour pas avoir à vivre le mépris. Et finalement, il est rentré avec le vote populaire. Quand ils sont dans l'isoloir, là, il n'y a personne qui les surveille. Là, les gens, ils prennent leur revanche. Puis là, le problème, c'est ce qu'on voit, cette oligarchie-là est en train de vouloir retirer au peuple le dernier pouvoir qui lui reste, le bulletin de vote. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, là, c'est très sérieux. Biden, qui a 2 semaines à peu près, a donné la permission aux Ukrainiens de frapper avec des missiles à longue portée, là, en profondeur, dans le territoire russe. Imaginez, 10 jours auparavant, une majorité d'Américains votent pour un candidat qui dit « c'est fini, là ». La première chose que je vais faire lorsque je vais prendre le pouvoir, c'est je mets un terme à cette guerre-là qui a tué trop de personnes. Qu'on soit d'accord ou non avec Trump sur cette question, il a gagné l'élection sur la base de cette promesse-là. Donc, si les démocrates avaient réellement été démocrates, ils avaient vraiment accepté le résultat populaire, on a dit, bon, on est techniquement toujours au pouvoir jusqu'au 20 janvier, mais à partir de maintenant, on assure que les affaires courantes, on ne va pas poser des gestes qui vont plomber le projet politique du type qui vient d'être élu démocratiquement. Qui rentre dans 2 mois, 3 mois. Là. Ben oui. Donc, on ne vous donne pas la permission de frapper en profondeur parce que... Comment expliquer ça? C'est le mépris de l'oligarchie par rapport au peuple. On dirait qu'ils veulent déclencher une guerre. Là. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est clairement l'impression que ça donne, mais sur le plan démocratique, ils veulent plomber le projet politique de Trump. Pourquoi? C'est du sabotage. Ils n'acceptent pas que le peuple ait voté contre leurs intérêts. Parce que cette oligarchie-là, depuis 30 ans, s'est nourrie de l'idée qu'ils ont le monopole du cœur. C'est eux qui ont les vraies bonnes valeurs. Puis le peuple, il connaît rien. Puis c'est dangereux maintenant de donner le pouvoir au peuple. Puis quand le peuple vote de la mauvaise façon, ben là, il faut tout faire pour... Il ne sait pas, il est perdu, ce pauvre peuple. Mais c'est intéressant. Il faut tout faire en sorte pour... Le ramener dans le droit chemin. Que malgré tout, notre projet politique qui a été rejeté par la population, qui soit malgré tout mis en place parce que c'est dans... plus en démocratie du tout, là. C'est quoi? C'est le contraire, en fait, c'est du totalitarisme. C'est de l'autoritarisme. On se fout du peuple. C'est ça. C'est juste à voir, par exemple, les projets politiques. T'sais, moi, je viens de Québec. Le maire de Québec, son projet de tramway, il en parle depuis 3 ans. Puis il n'y a aucun sondage qui a montré que les gens étaient majoritairement favorables. Ben là, à un moment donné... Lâche-nous la grappe. Tu sais, s'ils écoutaient vraiment le peuple, faisons un référendum sur la question. Puis il y aura un véritable débat, un camp du oui, un camp du non. Puis, tu sais, on mettra vraiment sur la table là, tous les plans, les tenants et aboutissants. Puis les gens pourront se faire une tête. Puis si les gens votent contre, ben ils voteront contre. Puis ça va s'arrêter là. Puis s'ils votent oui, ben là, le projet, il va de l'avant. Ben non. Hors de question. Ça a été l'élection. Ça a été l'élection. J'ai été élu sur cette promesse-là, alors que c'est pas le cas du tout. Il en a à peine parlé. Puis j'étais pas si clair que ça allait se faire ou non à ce moment-là pendant l'élection. Mais là, il pousse dans le fond de la gorge une politique que les gens clairement veulent pas. En tout cas, selon les sondages. Puis depuis 30 ans, là, je donne 2 exemples rapides. En France, en 2005, un projet de traité constitutionnel. Donc, une création d'une constitution européenne. Donc, il y a un référendum en France. Les gens ont voté contre à 55 %. Qu'est-ce que le gouvernement français a fait? Ils ont mis en place les éléments du projet constitutionnel par des traités subséquents. Le traité de Lisbonne. Ils l'ont fait quand même. Par la bande. Oui, par derrière. Michel Onfray, là, c'est là où il y a une rupture entre lui et le monde auquel il appartenait, prof d'université. Il dit non. Là, le peuple est méprisé, on ne vit plus en démocratie. Ils ont voté contre, ils n'en veulent pas. On parle de 2005, là. C'est en 2005. Faites pas ça par la porte arrière. En France, récemment, les élections législatives en juin, la droite
traditionnelle, les partis macronistes subissent une défaite historique. C'est la France insoumise, puis le cartel de gauche, puis le Rassemblement national qui sort vainqueur de cette élection-là. Qu'est-ce que Macron a nommé comme premier ministre? Un gars issu de la droite traditionnelle, soutenu par les partis macronistes. Non, mais ben là, les gens ont clairement sanctionné ces partis-là. La conséquence, on leur donne le pouvoir malgré tout. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les partis d'opposition vont sanctionner le gouvernement. Puis quand on leur demande pourquoi, c'est juste un rejet. Si on en a marre. Ouais. Il n'y a pas vraiment à cause de tel projet qui ne fait pas notre hausse de taxes ou d'indexation de pension. Non, c'est l'ensemble de l'œuvre. On rejette Macron puis cette oligarchie. Donc, il y a eu le rejet. Harris a été la victime de ça. A été aussi très incompétente. C'était pas la meilleure des candidates. C'était pas la meilleure candidate, Ça n'a pas été une campagne exceptionnelle non plus. Non, c'est ça. Tu sais, on peut regarder la réalité en face aussi puis reconnaître. Ils ont tellement voulu embellir Harris, mais en toute franchise, c'était vraiment une piètre candidate. Qui n'a rien à dire du moment que le télésouffleur fait défaut, elle n'est plus capable d'improviser. Elle n'a même pas la capacité de réfléchir. Comme une intelligence artificielle. Là. Oui, c'est ça. Elle est vraiment créative. robotique. OK, bon, ben, non. je vais faire une blague. Non, même pas. Mais tu sais, il y a une accumulation comme ça d'éléments qui montrent que la volonté populaire, elle est de plus en plus ignorée. Ouais. Et pas simplement ignorée, mais méprisée. C'est ça, c'est le mépris qui fait mal aussi. C'est ça. Puis après ça, on s'étonne qu'il y a des candidats qui s'érigent en héros de la classe méprisée, qui en viennent à remporter les élections. Ouais. Puis là, vous avez les bien-pensants qui essaient de diaboliser à tout prix ces gens-là. On sent la panique, là. On sent la panique, oui. C'est parce qu'ils vont perdre leur pouvoir. Mais ils cherchent tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de se maintenir au pouvoir, d'empêcher ces gens-là de prendre le pouvoir. Ils font tout pour que ça arrive. Puis on sent vraiment que c'est de concert avec les médias. Tu sais, moi, je m'attendais un peu quand même à ce que les médias au Québec, du moins, réajustent leur couverture par rapport à Trump. Parce que je me disais, là, ils vont prendre conscience que, bon, la plupart des choses qu'ils ont dites étaient fausses. C'est vrai qu'il y a énormément de fake news autour de Donald Trump, puis qu'ils vont commencer à faire une couverture, du moins, moins biaisée. Puis finalement, il y avait juste Stéphane Bureau, puis Jacinthe Evarel. Il y a peut-être quelques exceptions qui sont capables encore d'avoir un esprit critique. Ah, puis Mathieu Bock-Côté. Là. Ouais. Mais c'est tout. Tu sais, quand tu dis c'est triste, on garde une impression d'objectivité puis de véritable débat. OK, fait qu'on les invite à notre panel, à Mario Dumont, à Richard Martineau pour parler, pour se donner bonne conscience, mais on continue de répéter les mêmes. Que c'est un fasciste, que c'est un... Donc, vous continuez de creuser votre tombe parce que là, le gars, il est rentré avec le vote populaire qui est une première en 20 ans. C'était la première fois qu'un républicain remporte le vote populaire depuis Bush. Depuis Bush, c'est ça. En 2004. C'est ça. Ouais, donc, et puis avant, ça remontait à Bush père en 88, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais ça arrive pas souvent chez les républicains. Non, puis il y a quelque chose que j'ai écouté Robert Kennedy Jr., puis je trouvais ça vraiment intéressant, qui disait, on s'entend que c'est un démocrate, puis il y a Tulsi Gabbard aussi qui était démocrate, puis il y a Elon Musk qui était démocrate. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est plus une question de républicain, démocrate, rouge, bleu, c'est vraiment une question de... Les gens se sont ralliés à la ligne du parti. Et ce que Robert Kennedy Jr. disait, c'était avant, quand moi, c'était le parti de mon oncle puis de mon père, le parti démocrate était le parti du peuple, était le parti des travailleurs. Des travailleurs, c'est ça. 70% des richesses du pays étaient chez les républicains et 30% chez les démocrates. Puis il dit maintenant, c'est exactement l'inverse. 70% des richesses du pays sont rendues chez les démocrates. Et donc, ça amène, c'est ça, c'est que l'oligarchie est rendue du côté de la gauche sans vraiment que les gens réalisent que ça s'était déplacé, mais c'est pas pour rien, c'est pas un hasard qu'il y a autant de démocrates qui se sont ligués républicains. C'est parce que les valeurs originales, ou en tout cas historiques de ce parti-là, ne sont plus incarnées aujourd'hui. C'est la même chose en Europe. Les partis socialistes, c'est le parti des travailleurs. Le parti de Léon Blum qui a mis en place les vacances payées en France lorsqu'il a remporté l'élection en 1936. Il a mis en place des grandes politiques sociales. Le Parti socialiste était le parti des travailleurs. Ouais. Aujourd'hui, le Parti socialiste en France, c'est le parti des woke. Ah oui, c'est ça, ça a viré complètement. Ils ne scorent même pas 5% au présidentiel. Ils en sont marginalisés
comme ils le sont, ça montre à quel point le peuple vote plus pour eux. Ben, c'est parce qu'ils se sont éloignés du peuple. Ouais. Tu as tout à fait raison. Mais on continue de marteler ces idéologies-là dans les médias comme si elles étaient achetées par la majorité, ce qui est à double tranchant parce que c'est ce qui fait qu'on est comme en dichotomie quand on écoute les médias entre le réel puis ce qu'on décrit du réel, cette espèce de trame narrative qui serait supposée être la réalité, qui est rapportée par les nouvelles, que finalement les gens sont en faveur de l'idéologie woke, qu'une femme peut être un homme peut être une femme, et que c'est progressiste, c'est que c'est inclusif, c'est pour la paix dans le monde, toutes ces grandes valeurs qu'on nous... Mais en fin de compte, quand tu prends le pouls, là, quand tu parles à la table avec des gens, la majorité des gens trouvent que ça n'a pas de sens qu'un homme puisse compétitionner contre une femme. Donc, c'est pas si surprenant de voir que Trump est rentré, là. Oui, parce qu'il parle au peuple. C'est ça. Puis il ramène le gros bon sens et aussi. Le peuple s'identifie à lui. Comme c'est le cas pour le meilleur ou pour le pire en France. En fait, c'est ça qui est très drôle, parce qu'en France, Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, Marine Le Pen, à l'autre opposé du spectre, en réalité, ils ont un peu essentiellement le même discours. Ouais. Le peuple ignoré, méprisé. Ouais. Et puis, dans beaucoup de sondages, c'est très étonnant, parce que le deuxième choix de l'un et de l'autre, c'est souvent le parti inverse. Ah ouais. Donc, ces gens-là, tu sais, si ces gens-là existent, ils sont si populaires, c'est parce que c'est signe qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Ouais. Il y a un problème. Mais moi, ce que j'appelle ça la caste, le complexe médiatico-politique qui agit ensemble pour justement faire taire le peuple, le mépriser, chercher à le censurer. Et puis je pense qu'au Québec... façonner ses opinions. Ah oui, aussi. je pense qu'au Québec, là, c'est vraiment... Si un exemple parfait de ça, là, c'est vraiment le Québec, là. Ouais. Parce que, honnêtement, à part les personnes que tu as mentionnées, là, on peut pas dire que c'est 50-50, là. Oh, pas et du que les tout. débats sont équilibrés. Mais non. J'en parlais à des gens, je disais, vous écoutez des panels à des médias traditionnels, il est supposé y avoir un débat. Il y a 4 personnes sur le panel, ils pensent toutes la même chose. C'est pas un débat. Ils s'obstinent sur des détails, puis le débat porte sur des détails, mais sur le fond, ils s'entendent tous sur la même chose. Puis là, vous avez Dimitri Soudas ou Jacinthe Ève Harel qui débarquent, et puis vous voyez sur les réseaux sociaux, faut la canceller. Y a-tu du monde qui dit ça? Ben oui, sur les réseaux sociaux. C'est tellement choquant d'entendre une idée différente. Il y a des comptes très connus sur les réseaux sociaux, là. Ils font directement appel en mettant les hashtags TVA, Radio-Can, canceller, arrêter d'inviter cette personne-là. C'est drôle parce que moi, je suis tellement comme dans cette... je suis tellement, pas marginale, mais je suis tellement dans cette sphère de gens qui prennent la parole hors de la pensée unique que, tu sais, moi, dans mon cercle de gens que je suis, les gens ont beaucoup de respect pour ces personnes-là. Tu sais, ça fait du bien de voir encore du monde dans le mainstream qui sont capables de défendre leurs opinions, même si elles sont impopulaires à la télévision. Parce que, comme je dis, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont populaires sur le terrain. Mais de savoir qu'il y a encore du monde qui appelle à cette censure-là, puis on en a discuté la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le thème de notre entrevue. Moi, je me dis que ça va faire un temps. Là. On ne pourra pas continuer de vivre dans un monde qui veut censurer. Je pense que Trump, j'espère, va forcer une espèce de déliage de la parole. Là. Oui, bien, j'espère que... Ça, c'est le problème. Des gens appellent ça le retour des chemises brunes. Donc, c'est la contre-réaction, entre guillemets, fasciste. Donc, vous avez cherché à nous annuler, à nous canceller pendant tout ce temps-là. Là, c'est le temps, on prend notre revanche. Okay. Si c'est le cas, là, c'est pas mieux, là. J'espère que Trump, puis peu importe les changements de gouvernement qu'il y aura ailleurs en Occident, que ça va mener à une libéralisation réelle de la pensée dans les médias traditionnels, surtout les médias qui sont subventionnés en totalité ou en partie par l'État, où là, le message va être, là, vous allez avoir un meilleur équilibre. Puis là, on va avoir des vrais débats. Là, si votre tendance là, des 15-20 dernières années, là, on pourrait remonter plus loin que ça. Du mépris en question auquel je faisais référence, c'est terminé. Là, on va avoir des vrais débats normaux. Si ça arrive, là, Dieu merci. Mais le problème, c'est... Tu penses que ça n'arrivera pas? Il y a un risque que ces gens-là qui ont été censurés pendant si longtemps, méprisés pendant si longtemps, profitent de leur pouvoir pour se venger. Mais tu sais, quand on voit l'équipe qui s'est faite, j'ai tendance à penser que c'est des gens hautement qualifiés, intelligents, qui vont être capables de faire leur mandat avec diplomatie puis professionnalisme. C'est sûr, moi, j'adore Robert Kennedy, là, mais pas juste lui. Là, je pense qu'il y a une belle équipe autour de lui. L'avenir nous le dira. Exactement. L'avenir nous le dira. Puis la même chose au Canada. Période Trudeau, ça tire à sa fin. Ça va être, Dieu merci. Ça va être une nouvelle période conservatrice avec Poilievre. Oui, mais est-ce que c'est mieux, Poilievre?
L'avenir va nous le dire. Ouais. Le problème, c'est que moi, ce que je lui reproche, il sait que le pouvoir va lui tomber dans les mains de toute façon. Ouais. Donc, il se commet pas, il Ouais. ne fait que critiquer. Il n'a pas à développer un projet, proposer un projet de société à la population. Ouais, ouais. Parce que les libéraux sont devenus inaudibles. Et vous Mais parlez à c'est n'importe... juste pour toi puis moi ou ça, c'est vraiment la majorité? Parce que moi, j'ai vu du monde se prendre en photo avec Justin Trudeau dans mon Facebook cet été. Il était assez excité d'avoir rencontré Il est tellement Justin. beau. Il est tellement des beaux tellement pas. beau. Fait que j'étais pas sûre que le monde réalisait à quel point c'était une catastrophe. Non, mais en Justin. tout cas, selon les sondages, là, Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. là. OK. Ça va être une défaite historique pour les libéraux, encore une fois, selon les sondages. Mais tu sais, ils sont inaudibles. Pour l'immense majorité de la population, là, les gens sont tannés. Là. Et quand tu es tanné, Poilievre le sait, les gens sont tannés. Pourquoi est-ce que j'irais me commettre en proposant des choses qui vont être controversées, qui vont donner des munitions à l'opposition, puis à partir du moment où Il laisse se caler. En fait, c'est comme quand tu joues au tennis puis ton adversaire commence à jouer mal, tu fais juste envoyer des balles puis attendre qu'il tue tout seul. Tu fais juste du pelletage, tu attends que l'autre qui l'envoie à l'extérieur ou dans le filet, puis tu remportes la partie. C'est ce qu'il fait en ce moment. Là. Alors que Trump, il a dû se battre pour remporter la victoire, puis il a proposé des idées qui étaient controversées, mais au moins il s'est commis. Oui. Et puis là, on le voit déjà, il est en président en attente, et puis déjà, il annonce ses intentions. J'ai été élu là-dessus, puis ça va se produire. Il va de l'avant avec ses promesses. Puis que ça fasse de la peine aux gens au Canada, là, ben, qu'à cela ne tienne, il a été élu là-dessus, puis il compte livrer la marchandise. Le problème au Canada, ben, c'est ça. Le pouvoir va tomber presque naturellement dans les mains des conservateurs. Donc, ils sont sur ils pelletent. Ils font du pelletage puis attendent les erreurs. Ils n'ont même plus besoin d'attendre les erreurs de l'adversaire. Les adversaires, là, néo-démocrates, libéraux, là, ils sont déshydratés, ils ont un coup de soleil, puis ils sont même plus capables de tenir la raquette. Là. Tant mieux, ils ont creusé leur tombe. Honnêtement, les dernières années ont été tellement pénibles. On verra, mais j'ai pas beaucoup d'espoir dans la politique canadienne. En tout cas, l'avenir nous le dira. Merci pour... C'était vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. Une belle connexion et un bon vol. Merci.